histoire. Ouais, c'est d'abord de se féliciter de cette décision. Chaque fois qu'un camarade injustement incarcéré retrouve la liberté, on doit s'en réjouir, on doit s'en féliciter, même s'il ne devrait pas y être. Et espérer que ce processus se poursuive en faveur de tous ceux qui sont injustement incarcérés jusqu'ici, aussi bien au niveau des civils que des militaires de la crise post-électorale, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tourner la page de ces tristes événements, et il n'est pas acceptable que 6 ans après les événements de 2010-2011, des Ivoiriens continuent de souffrir des conséquences de cette crise, soit parce qu'ils sont en prison, détenus injustement, sans jugement, soit parce qu'ils sont en exil, soit parce que leurs comptes sont gelés, soit parce qu'ils sont exclus de l'administration de façon arbitraire, parce qu'ils n'ont pas droit aux promotions, etc., etc. Des situations qui sont humainement inacceptables et politiquement condamnables. Parce que ce n'est pas de cette façon que nous allons construire la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de cette façon que nous allons restaurer l'unité nationale, la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays, processus qui est fondamental et incontournable si nous voulons que notre pays reprenne sa marche en avant et travaille au bonheur de ses citoyens. Justement, Président, sur la question du dossier judiciaire, après votre sortie de prison, on avait remarqué quand même une certaine accélération, il y a eu des vagues de prisonniers libérés, mais depuis, on a le sentiment qu'il y a un coup d'arrêt. Est-ce que, à votre niveau, où est-ce que vous en êtes finalement avec le gouvernement? Parce qu'on n'en entend pas rien discuter. Je crois que le processus, le dialogue politique a été piégé par la logique de conservation du pouvoir du régime. Depuis toujours, le régime a été partagé entre la nécessité de la réconciliation et, je dirais, l'ambition de conserver le pouvoir, donc de faire en sorte que cette réconciliation ne contribue pas à renforcer l'opposition politique et en quelque sorte à réduire l'influence, l'hégémonie du pouvoir sur la vie politique nationale. Ils ont été toujours partagés entre ces deux impératifs, entre ces deux objectifs. Comment réconcilier sans renforcer son opposition, sans créer les conditions qui vont permettre à l'opposition de... Et donc, l'indécision entre ces deux objectifs a pesé dans, je dirais, le renouvellement du dialogue politique, en particulier lorsqu'il s'est agi de passer aux réformes constitutionnelles et où le pouvoir voulait à tout prix imposer sa vision des choses. Il a sacrifié le dialogue au profit d'une constitution taillée sur mesure. Et donc, la volonté d'imposer la constitution a tué le dialogue politique. Et depuis donc 2016, juin 2016, on peut dire que le processus du dialogue est bloqué. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le pouvoir se rend bien compte que la question de la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire est une question incontournable. Que sans cela, le pays ne peut pas avancer. Sans cela, la paix ne peut pas être définitive. Sans cela, l'État lui-même ne peut pas, je dirais, être vigoureux et travailler au progrès des uns des autres. Donc je considère que la logique de l'enfermement du jeu politique a atteint ses limites et les libérations auxquelles nous assistons s'imposent à l'heure actuelle au régime. Et je suis persuadé que ce ne seront pas les dernières libérations, que le temps est venu pour tous ceux qui ont pâti de la volonté de conservation du pouvoir par le régime actuel. Le temps est venu pour tout cela de retrouver la liberté. On a atteint une limite. Et je pense que les jours à venir, le pouvoir sera obligé de mettre en liberté tous ceux qui sont détenus à l'heure actuelle, qu'il s'agisse des civils comme des militaires. Alors, il y a un temps pour chacun. Malheureusement pour le député Déhy Niaou, il n'a pas pu bénéficier. Malheureusement pour Déhy Niaou,
comme pour beaucoup d'autres, hein, puisqu'avant lui, il y a eu Nian Raymond, il y a eu Diago Gaumont, d'autres anonymes qui ont perdu la vie à l'étranger, en exil, comme ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce jeune sous-officier de la gendarmerie qui est mort en prison, comme d'autres qui sont morts en prison. Ce sont des situations qu'on aurait pu éviter si M. Alassane Ouattara disons, avait compris que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, comme l'intérêt de son régime lui-même, résidait dans la réconciliation nationale et que c'était une voie incontournable, que c'était la meilleure je dirais, stratégie pour éviter de prolonger le drame des Ivoiriens. Ils ont préféré autre chose, ils ont préféré la logique du musellement. Aujourd'hui, cette logique non seulement a prolongé les drames, mais n'a pas, je dirais, fait prospérer le régime, puisque aujourd'hui le régime est totalement décrié et il a perdu de tout crédit, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc on pourrait à la limite se dire tout ça pour ça. On aurait pu faire autrement et peut-être qu'aujourd'hui ce régime aurait gagné en crédibilité, en popularité aussi bien au niveau national qu'international. Alors justement, c'est dans ce contexte que le chef d'État sera reçu le week-end prochain à l'Élysée par le nouveau président français. Pour vous, comment interprétez-vous cette visite? Est-ce le début d'une nouvelle aventure? Est-ce que vous pensez que les autorités françaises ont envie de comprendre ce qui se passe, ou pensez que c'est plutôt un adoubement du régime en place? Non, je pense plutôt que c'est parce que la Côte d'Ivoire constitue un point de préoccupation que le chef de l'État ivoirien fait partie des tout premiers que le chef d'État français décide de recevoir, parce qu'il y a des problèmes et il est bon que assez rapidement les autorités françaises je dirais s'impliquent. Peut-être pas pour donner des orientations, pour donner des ordres, mais pourquoi pas, mais faire en sorte que les dirigeants ivoiriens prennent toutes les dispositions pour éviter que le pays ne bascule à nouveau dans la crise. N'oubliez pas que la première visite que M. Macron a effectuée à l'extérieur, c'est au Mali, là où il y a encore une grave crise. Et donc c'est les pays en crise qui sont, je dirais, l'objet des premières rencontres du chef d'État français. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Et donc c'est vraiment pour cette raison que... Vous avez des attentes particulières en tant que chef de l'opposition ivoirienne? Est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ces genres de rencontres? Ça peut faire avancer les choses selon vous? Oui, ça peut faire avancer les choses. Moi, je pense que la première chose, c'est de ne pas soutenir aveuglément un pouvoir dictatorial, un pouvoir qui refuse la réconciliation, et d'indiquer clairement au chef d'État ivoirien que la France n'est plus dans une logique de soutenir des dictatures et qu'il faut que le pays s'engage dans la voie de la paix, de la démocratie, et que c'est quand on aura réuni ces conditions qu'au plan de la coopération, on peut peut-être pouvoir bénéficier du soutien ou en tout cas de l'accompagnement des pays comme la France, en tout cas des bailleurs de fonds internationaux. Je crois que c'est important de le dire aujourd'hui et je crois que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est dans l'intérêt de la France. Parce que lorsque ça ne va pas ici, il est évident que dans le contexte actuel, compte tenu des liens qui existent entre ces deux pays, aussi bien au plan politique qu'au plan économique, les Français sont obligés d'intervenir. Ne serait-ce que pour préserver leurs intérêts, ne serait-ce que pour garantir la sécurité de leurs compatriotes, mais pour éviter, pour anticiper sur ce genre de situations, il vaut mieux aider les amis, il vaut mieux aider les pays partenaires à mener une politique de paix, de dialogue national, d'unité nationale, pour qu'on ne soit pas, pour anticiper, qu'on ne soit pas obligé d'intervenir pour séparer des belligérants. Alors, en attendant, ici, vous avez décidé d'organiser une marche le 17 juin prochain
moins d'une dizaine de jours de cet événement, quel point de situation peut-on faire aujourd'hui? D'abord, l'objectif de la marche. La marche, je dirais, c'est une marche de la dignité. Avec tout ce que nous vivons à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, les situations véritablement dramatiques que les populations vivent en termes de pauvreté, en termes au plan social, au niveau de la santé, de l'éducation, du logement, disons la cherté de la vie, sur le plan politique avec les nombreuses arrestations, détentions abusives depuis plusieurs années, les violations graves des droits de l'homme, sur le plan de la gouvernance avec la corruption généralisée, les détournements des deniers publics, le pillage des ressources nationales, sur le plan de la faillite même de l'État, puisque aujourd'hui la défiance à l'autorité de l'État est quotidienne, la faillite de l'armée nationale, où ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité du pays utilisent les armes dont l'État les a dotés pour braquer l'État, pour prendre en otage le trésor public. Face à tout cela, le peuple ivoirien ne peut pas rester sans rien dire, ne peut pas rester muet, comme s'il n'existait pas, comme si le pays se résumait aux gouvernants et à tous ceux qui gravitent autour du pouvoir et qui profitent du patrimoine national. Si les Ivoiriens ne disent rien, ça veut dire qu'ils ont véritablement abandonné leur pays. Voilà. C'est qu'ils ont perdu même, je dirais, la qualité de citoyen. Voilà. Parce que dans un pays qui se respecte, dans un pays où des hommes habitent et où la politique est faite pour eux, on ne peut pas voir ce que nous vivons à l'heure actuelle et ne pas entendre et voir le peuple s'exprimer. Donc, toute la sous-région nous regarde, toute l'Afrique et le monde entier suit ce qui se passe en Côte d'Ivoire et se pose des questions. Si le pays est habité, qu'il y a des hommes responsables, libres, conscients de leur souveraineté, qui vivent ces situations et qui rejettent, qui disent non. C'est pourquoi je dis que c'est une marche de la dignité. Si nous sommes un peuple digne, un peuple responsable, nous avons un message à adresser à la fois à ceux qui gouvernent en Côte d'Ivoire, mais surtout à ceux qui nous observent, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous dénonçons cela, nous condamnons toutes les situations auxquelles nous assistons à l'heure actuelle et que nous voulons le changement. Et donc c'est à travers notre mobilisation que nous allons adresser ce message. Mais en même temps que nous allons adresser ce message, nous allons leur dire que nous sommes prêts, qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et si l'on franchit cette limite, on trouvera le peuple en face. Donc c'est une marche à la fois de la dignité, mais de la souveraineté, pour exprimer que nous sommes le peuple souverain, que ce pays appartient à des hommes qui ont accepté, qui ont décidé de se mettre en république pour défendre le bien commun, pour promouvoir ensemble leur bien-être social et qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités pour empêcher que ceux qui gouvernent n'abusent du pouvoir pour faire n'importe quoi. Donc c'est cela aussi la signification. Et donc nous avons écrit au pouvoir public pour leur dire que nous organisons cette marche de protestation le 17 juin. Elle partira de la gare de Bassam à Treichville et se terminera à la place des Martyrs à Yamé 220 logements. Nous considérons cette marche comme une marche citoyenne. Ce n'est pas la marche pour défendre les intérêts partisans d'une organisation politique ou sociale. C'est une marche nationale qui concerne l'ensemble des Ivoiriens. Et pour cela, nous avons entamé une série de rencontres avec toutes les organisations syndicales et associatives. Oui, président, avant de revenir au contact que vous avez pris, est-ce que, avec le pouvoir public, vous êtes accordé sur le tracé de la marche
n'y a pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude à se faire, puisque c'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas à sa première manifestation de ce genre depuis le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire en 1990. Ça fait bientôt 30 ans que nous vivons un régime de liberté. Et donc la marche fait partie de ces droits qui sont reconnus à toutes les organisations, à tous les citoyens. En novembre, nous avions même organisé une marche. Et ici, nous avons même voulu faire un sitting, bon, qui a été interdit pour des raisons conjoncturelles, mais nous avons pu organiser notre marche 2-3 jours après. Donc, le principe, c'est l'information. Et donc, nous avons, je dirais, honoré cet engagement en écrivant à la préfecture de police et au préfet de région. La procédure aussi, c'est qu'une fois que vous avez défini le tracé, vous rencontrez les autorités pour vous entendre sur les modalités de sécurisation par la force publique. Et donc ça, c'est ce que nous allons faire certainement d'ici le début de la semaine prochaine pour que la marche, au-delà de notre propre service de sécurité, les services de sécurité de l'État contribuent à encadrer la marche. Bon, nous n'avons aucune inquiétude en ce qui concerne, puisque nous connaissons nos compatriotes, même s'ils sont en colère, ils descendent dans la rue pour l'exprimer pacifiquement. Alors maintenant, on va revenir aux différents contacts que vous avez eus. Comment est-ce que les démarches que vous avez entreprises ont été accueillies par vos différents interlocuteurs? Non, mais je crois que tout le monde a bien compris le bien fondé de cette marche, l'opportunité de la marche. Donc sur la question de l'opportunité, sur le partage de l'analyse de la situation, nous avons trouvé auprès de tous ceux que nous avons rencontrés, je dirais, des oreilles attentives. Nous sommes en phase sur l'analyse, nous sommes en phase sur l'enjeu de la marche. Voilà. Et donc, évidemment, ces organisations étant structurées, les dirigeants que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils vont donc relayer l'information auprès de leur base et qu'ils nous feront donc le retour de la position que ces organisations auront prise. Mais sur le principe, je crois que les dirigeants que nous avons rencontrés sont d'accord pour y participer à titre personnel, mais évidemment, il appartient maintenant à leur organisation de s'engager officiellement. Dans tous les cas de figure, nous sommes convaincus que les militants pris individuellement viendront à cette marche. Même si leurs organisations, pour diverses raisons, ne prennent pas une position officielle, ne lancent pas un appel officiel, mais individuellement, je pense qu'à travers ce que nous avons entendu, nous sommes convaincus que tous les militants des syndicats qui sont aujourd'hui dans négociation avec le gouvernement, qui étaient en grève hier, que tous ces militants-là viendront à la marche. Parce que la marche va au-delà des revendications corporatistes. C'est la gestion du pays qui est en cause. Et nous savons que si cette gestion est saine, il y a des grèves que nous pourrons éviter, il y a des situations que nous pourrons éviter parce que la gestion sera faite dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, vous avez évoqué souvent les syndicats, les ONG, vous n'entendez pas parler des partis politiques, notamment ceux de l'opposition. On a écrit à tous les partis politiques, ceux avec lesquels nous avons des contacts traditionnels, c'est-à-dire l'URD, le RPP, le PIT, etc., etc. Même l'EDS, qui est une plateforme qui a été rendue publique, nous lui avons écrit pour lui dire que c'est une marche qui concerne l'ensemble des Ivoiriens et que nous les attendons qu'ils participent, qu'ils viennent. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Pour le moment, nous n'avons pas de réponse officielle. Nous attendons, puisque c'est la semaine dernière que nous avons adressé tous ces lettres, nous attendons les réponses des gens. Certains se demandent si cette marche va être aussi l'occasion d'un rapprochement au niveau du Front populaire ivoirien avec les différents vos camarades qui sont comment on va appeler ça, en dissidence avec vous. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils puissent vous rejoindre?
parce que... Tous les Ivoiriens qui partagent l'analyse que nous faisons sont invités à cette marche. Et donc, si ces camarades, évidemment, se battent, sont engagés dans la bataille pour la démocratie, pour la liberté, pour la justice en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison qu'ils soient absents de cette marche. Alors, Président, vous avez décidé de descendre dans la rue au moment où les casernes, où les soldats se mutilent. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous regarde comme celui qui tire les ficelles des militaires? Non, il n'y a pas. Ce sont ceux qui ont mis les militaires dans la rue qui tirent les ficelles. Nous exprimons notre mécontentement par rapport à cette situation. Donc, ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui ont mis les militaires dans les rues. Ce n'est pas le thermomètre qui est responsable de la fièvre. Voilà. Nous sommes le thermomètre pour montrer que nous ne sommes pas d'accord, que nous sommes mécontents de la manière dont des hommes en armes se retrouvent dans la rue, manifester brillamment, défier l'autorité de l'État impunément. Parce que ce qui est grave dans tout ce qui est arrivé, c'est que ces hommes en armes ont paradé pendant des jours, voire même des semaines, et puis sont rentrés tranquillement avec leurs armes sans qu'ils fassent l'objet d'une quelconque sanction. Voilà. Alors que c'est une défiance à l'autorité de l'État. Il y a des civils qui sont en prison depuis 2 ans, 3 ans, sous l'accusation d'atteinte à l'autorité de l'État, alors qu'on ne les a jamais vus même dans la rue en train de tirer une calache. Et des milliers de personnes qui le font, qui bloquent les accès de plusieurs villes, qui bloquent l'activité politique, l'activité économique et sociale pendant des gens. Ils ne sont pas du tout poursuivis et pour atteinte à l'autorité de l'État. Ils sont rentrés tranquillement chez eux. Et donc, ce sont des situations inacceptables dans un État de droit qu'il faut condamner. Et nous descendons dans la rue pour les condamner. Donc, si l'on ne veut pas que les citoyens se retrouvent dans la rue, il faut faire en sorte que les situations que nous avons vécues ne se reproduisent plus. Alors, au plan pratique, vous avez parler de l'itinéraire, à combien de manifestants vous attendez? Est-ce qu'il y a des objectifs fixés à vos différentes structures? C'est vrai que vous dites pas une marche partisane, mais c'est quand même le Front populaire qui est à l'initiative. C'est le Front populaire ivoirien et l'AFD qui sont à l'initiative, mais ces organisations ne prennent pas la marche en otage. Nous viendrons à cette marche comme n'importe quelle organisation nationale avec nos banderoles, mais nous allons certainement nous retrouver avec d'autres banderoles émanant d'autres organisations, les souscripteurs de l'agro-business, les planteurs de café cacao, les étudiants, les élèves, les commerçants, enfin tout ce monde-là. Chacun viendra sous sa bannière, et puis le tracé est bien connu, et puis bon, les organisateurs vont nous conduire jusqu'à destination, et en fonction du nombre d'organisations présentes, les uns et les autres qui le souhaitent prendront la parole pour adresser des messages à la fois aux Ivoiriens et aux dirigeants du pays. Donc il n'y a pas de... il n'y a pas de propriétaire de cette marche, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit s'approprier cette marche. Monsieur le Président, cette marche intervient dans un contexte difficile. Vous avez évoqué tout à l'heure la dernière marche que vous avez organisée, c'était en novembre 2016. Et vous revenez encore dans la rue après des élections législatives où les résultats de votre parti n'ont pas été à la hauteur de vos attentes selon vos propres termes. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez en vous essayant à la rue après, alors que bon, on s'attendait à ce que vous continuiez le travail de sensibilisation? Non, mais le risque, ce serait quoi? Le risque, ce serait que nous nous engagions dans une marche insurrectionnelle avec les risques d'affrontement et tout ça. Or, ce n'est pas dans un contexte insurrectionnel que nous organisons cette marche, mais dans un contexte pacifique. À partir de ce moment-là, le reste est une question d'appréciation politique. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord qu'on manifeste. Et qu'on manifeste parce qu'il y a des raisons de le faire. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens vont venir massivement ou est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est à un autre niveau. Mais nous, en tant que responsables politiques,
quel que soit le nombre de manifestants, nous ne pouvons pas ne pas être présents, ne pas marquer l'histoire, ne pas poser un acte dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à cet instant précis. Voilà. Et donc, il appartiendra à l'histoire de juger. Ce peuple est sévèrement jugé pour son apathie dans ces moments précis particuliers où il aurait dû se lever. On ne pourra pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu un leadership, qu'il n'y a pas eu des gens pour les appeler à manifester, les gens pour les appeler à prendre position. Et donc nous aurons dégagé notre responsabilité. Dans la vie politique, il appartient à chacun de prendre date avec l'histoire, voilà. D'être présent au moment où il le faut. Et comme je l'ai dit à nos camarades, personnellement, il aurait été très malheureux que, à ce moment précis, que le FPI et les dirigeants du FPI ne soient pas visibles et audibles sur la scène politique. Il aurait été très malheureux. Voilà. Parce que cela signifie qu'il n'y a plus de leadership dans ce pays-là. Qu'il n'y a plus de capacité je dirais, à analyser et à ouvrir une perspective. Donc nous avons cette obligation de parler et d'agir. Maintenant, il appartient aux Ivoiriens de se déterminer. S'ils veulent rester toujours couchés pour qu'on continue de les piétiner, tant pis pour eux. Mais ce ne serait pas parce que le FPI et les dirigeants du FPI n'auraient pas parlé. Voilà. Donc la question se pose là, c'est une interpellation. Et c'est pourquoi c'est le but aussi de ces interviews, d'interpeller les Ivoiriens pour savoir qu'il ne faut pas qu'ils croient qu'en restant couchés, le pays va changer, que leurs intérêts vont être préservés, qu'ils vont vivre mieux. En restant assis chez eux, à faire des grands commentaires, des grandes analyses, et assis confortablement installés dans leur salon. La situation va être pire. Et ce ne sera pas seulement 100 milliards qu'on va leur prendre, c'est peut-être toute leur vie qu'on va prendre, parce qu'ils ont refusé, parce qu'ils ont accepté d'abdiquer, ils ont accepté de capituler, ils se sont résignés et ils ont abandonné leur sort et leur destin entre les mains de ceux qui ont aujourd'hui les armes de l'État et qui conduisent les affaires de l'État. Et je crois que c'est cela l'enjeu de cette marche. Et c'est pourquoi nous faisons notre part. En tant que dirigeant politique, notre part, c'est qu'au moment où le peuple doit parler, au moment où le peuple doit agir, au moment où le peuple doit dire sa position, il faut que nous soyons là pour l'inviter à le faire. Maintenant, s'il appartient au peuple lui-même de se déterminer pour savoir s'il ressent les choses de cette façon, s'il a envie effectivement de s'affirmer. Comme je l'ai indiqué, si en janvier, quand les mutins sont descendus dans la rue, si le peuple s'était retrouvé dans la rue, le pays n'aurait pas perdu 100 milliards. Le pays n'aurait pas perdu 100 milliards. Mais comme par défiance vis-à-vis du pouvoir actuel, par rejet du pouvoir actuel, le peuple est resté chez lui. Les mutins ont braqué les 100 milliards. Les 100 milliards de l'État. Mais ce sont 100 milliards des Ivoiriens. 100 milliards de cotisations, de ressources des Ivoiriens. Évidemment, donc, cette phase est passée. Il faut que le peuple lui-même descende dans la rue pour donner son opinion. Et pour mettre en garde tous ceux qui seraient tentés de s'accaparer l'État pour servir leurs intérêts personnels, que les Ivoiriens leur disent non, nous n'accepterons plus jamais cela. Et voilà l'enjeu de cette marche, et nous espérons que les Ivoiriens comprendront le sens et qu'ils seront nombreux dans la rue, parce que tous les Africains seront attentifs à la manière dont les Ivoiriens vont réagir vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, mais vis-à-vis justement de cet appel à manifestation que nous avons lancé. Monsieur le Président, on s'imagine bien que, vu la situation, la marche ne sera pas la seule action que vous allez mener. Vous avez pendant longtemps, plusieurs mois, avant les élections présidentielles 2015 et après, fait la promotion des États généraux de la République, appelé à un gouvernement de transition, d'union nationale de transition. Alors aujourd'hui, avec la situation qui se dégrade, est-ce que ces propositions sont toujours d'actualité? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller à d'autres propositions pour pouvoir vraiment sortir la Côte d'Ivoire de la situation?
Non, je crois que chaque jour qui passe vient, je dirais, confirmer la pertinence de cette proposition, la justesse de l'analyse, la pertinence de la proposition. À savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer s'il n'y a pas un changement de régime. Voilà, s'il n'y a pas un changement de régime. C'est-à-dire, si on ne met pas fin à la gouvernance du RHDP pour instaurer une gouvernance inclusive qui engage l'ensemble des forces vives du pays. Parce que ce gouvernement du RHDP a perdu toute légitimité et toute crédibilité. Et aujourd'hui, il n'est pas capable, il ne peut pas faire avancer le pays. Il ne peut pas résoudre les problèmes du pays. Il est devenu un problème pour la Côte d'Ivoire. Et donc, la première, si nous voulons que la Côte d'Ivoire avance, la première chose, c'est de changer de gouvernement. Parce que le gouvernement est devenu le problème du pays. Parce qu'il est discrédité. C'est parce que c'est ce gouvernement que les mutins exercent ce chantage. Sinon, il n'aurait pas, face à un autre gouvernement avec lequel il n'aurait pas de contrat privé, il n'aurait pas exercé ce chantage. Donc si nous voulons que le chantage cesse, il faut que le gouvernement disparaisse pour faire place à un autre gouvernement qui n'a pas ce genre de contrat avec qui que ce soit et qui est capable, parce qu'il est libre, parce qu'il n'a pas d'attache avec des forces réactionnaires, qui est libre de promouvoir la réconciliation nationale, qui peut bénéficier de la confiance de toutes les composantes de la nation pour engager une politique d'unité nationale, une politique d'assainissement de l'environnement sécuritaire, de l'environnement politique, de l'environnement économique, et qui peut donc remettre le pays sur la voie de la stabilité et du progrès. Donc aujourd'hui, il le faut. Ce gouvernement actuel ne peut pas réformer une armée. Il est lié par la rébellion armée. C'est seulement un autre gouvernement qui n'a aucune attache avec la rébellion armée qui peut assainir l'environnement, qui peut reconstruire, rebâtir une armée nationale. Voilà. C'est un gouvernement qui n'a aucun lien avec la rébellion, qui peut instaurer une justice impartiale, qui peut mettre fin à la justice des vainqueurs. Voilà. Donc c'est un gouvernement qui n'a aucun lien avec la rébellion, qui peut promouvoir la bonne gouvernance. Parce que ce gouvernement-là ne va pas utiliser le patrimoine national comme un butin de guerre. Alors que les autres sont dans une logique de butin de guerre. Ils ont gagné la guerre, il faut qu'ils se servent. Il faut qu'ils partagent le gâteau national comme un butin de guerre. Il faut un autre gouvernement pour engager une autre logique de gestion des ressources publiques. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut donc tourner la page de la rébellion armée avec son système de gouvernance pour instaurer une gouvernance républicaine, inclusive, qui va être capable d'organiser les États généraux de la République, mettre fin à toutes les situations auxquelles nous assistons, favoriser le retour des exilés, libérer tous les prisonniers politiques, et puis, je dirais, dédommager toutes les victimes de guerre sans discrimination, alors que ce gouvernement actuel ne peut pas le faire, parce qu'il est un gouvernement clanique, il ne peut servir que les victimes de son camp, au détriment des victimes qui appartiennent à d'autres bords politiques. C'est un gouvernement républicain, un gouvernement de l'Union nationale qui peut engager une politique équilibrée de dédommagement des victimes, et qui peut promouvoir une réconciliation nationale crédible, et qui peut donc aujourd'hui, je dirais, décaporaliser les médias d'État, faire en sorte que les médias d'État soient à la disposition de tous les courants d'opinion, et faire en sorte que les règles de la démocratie soient restaurées et permettent un jeu politique équilibré en Côte d'Ivoire en vue de préparer des élections transparentes, apaisées et crédibles en 2020. Alors, Monsieur le Président, avant la tenue de cette marche du 17 juin, le gouvernement s'est engagé à payer le stock d'arrivée des fonctionnaires. Le gouvernement s'est engagé à combattre le phénomène des microbes. Le gouvernement s'est engagé
à régler un certain nombre de problèmes, comme la cherté de la vie. Est-ce que vous ne pensez pas que ces mesures visent à tuer la réussite de la marche que vous annoncez? Je constate qu'effectivement, depuis l'annonce de cette marche, le gouvernement est actif pour satisfaire un certain nombre de revendications. Nous considérons cela déjà comme un premier remboursement de la Nous considérons tout cela comme un premier succès de la manifestation, mais c'est pour cela qu'il faut justement consolider cela et que nous invitons tous ceux qui sont concernés par ces mesures à venir à la marche, parce que pour le moment ce sont des promesses. Il faut que cela se traduise par des actions concrètes. Et je crois que la meilleure façon pour toutes les personnes concernées par ces mesures de consolider leur engagement et de démontrer qu'ils sont prêts de redescendre dans la rue, c'est d'être d'abord présent le 17 juin. Quand on sera massivement dans la rue le 17 juin, le gouvernement comprendra qu'il ne faut pas que les promesses là restent au stade des promesses, qu'elles se traduisent par des actions concrètes. Si nous relâchons, tout simplement parce qu'on nous a promis et que nous restons à la maison, le risque que les promesses ne soient pas satisfaites, là, ce risque-là sera grave. C'est pourquoi il faut plutôt venir à la marche pour bien montrer qu'on a entendu les promesses, mais on reste vigilant et mobilisé. Monsieur, on va terminer cet entretien par une autre question d'actualité. C'est dans le cadre justement des mutineries, la découverte des caches d'armes. Le gouvernement a annoncé hier que des experts de l'ONU vont être joints aux enquêteurs. Quel est votre commentaire de cette annonce du gouvernement? Non, mais notre commentaire, c'est d'abord que la Côte d'Ivoire n'a pas seulement besoin d'une enquête de l'ONU. Elle a besoin d'un nouveau processus de désarmement complet. De désarmement complet de toutes les forces et de reconstruction d'une armée républicaine. Parce que, en définitive, on nous annonce aussi que même les poursuites qui ont été, les auditions qui ont été engagées ont été suspendues pour des raisons d'État. Cela signifie quoi? Ça signifie que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a deux groupes de personnes. Tous ceux qui sont au pouvoir ou qui appartiennent au pouvoir ont le droit de détenir des armes de guerre. Des armes de guerre. Et tous ceux qui sont dans l'opposition sont désarmés. Ou qui appartiennent au camp de l'opposition sont désarmés. Nous sommes un pays qui est pris en otage par les hommes en armes. Mais comment on peut instaurer la sécurité dans un tel contexte où certains citoyens ont le droit de tenir des armes et d'en faire usage face à d'autres qui sont totalement désarmés? Et quand ils ont ce droit, ça veut dire que même lorsque l'État découvre ces armes, l'État est impuissant. Ils ont pris, grâce à ces armes, ils ont pris l'État en otage et ils vont utiliser l'État contre une autre partie de la population. Et donc, c'est d'abord ce phénomène-là, c'est à ce phénomène qu'il faut mettre fin. Pour rétablir l'État républicain qui est chargé d'assurer la sécurité de tous. Et où ceux qui ont le droit de posséder les armes sont connus et les utilisent dans l'intérêt général et non pour servir des intérêts personnels. Donc, les caches d'armes qu'on a découvertes, comme tout ce qui a été annoncé, puisqu'on indique même que le président de l'Assemblée nationale détiendrait près de 300 tonnes d'armes. C'est à tout cela qu'il faut mettre fin. On ne peut pas accepter cela. Voilà. Et il faut y mettre fin le plus rapidement possible. Donc nous espérons que ces enquêtes ne sont que, je dirais, les prémices d'une grande opération que les Nations Unies vont engager avec la CEDEAO, avec l'ensemble des Ivoiriens, pour, je dirais, nettoyer le pays de tous ces caches d'armes et faire en sorte que nous puissions disposer d'une armée véritablement républicaine. Mais tout cela ne sera possible que s'il y a un nouveau gouvernement. Si ce sont les mêmes qui doivent encadrer une enquête internationale et mettre en application les recommandations d'une enquête internationale, c'est qu'on a choisi de ne rien faire.
Si l'on veut véritablement restaurer le pays, il faut d'abord commencer par restaurer un gouvernement républicain. Voilà. Il faut instaurer un gouvernement républicain avec des hommes qui vont véritablement travailler dans l'intérêt général et non pour consolider leur position partisane et utiliser ces positions-là à des fins de conservation du pouvoir politique. Alors, donc, un appel s'il a lieu à l'attention de vos militants, mais aussi de tous les Ivoiriens qui scrutent. À l'attention de tous les Ivoiriens, puisque la marche que nous organisons leur est destinée, c'est de leur dire que les temps sont graves, que l'avenir du pays est en jeu et qu'il faut qu'en ces moments critiques-là, nous sachions nous mobiliser. Sinon, le pays est pris en otage. Les Ivoiriens, ce n'est pas une force internationale. Ce n'est ni la CEDEAO ni l'ONU qui pourra mettre fin à la situation inacceptable que nous vivons. C'est nous-mêmes les Ivoiriens. Si nous refusons de prendre nos responsabilités, si nous refusons de nous engager, si nous nous contentons de critiquer, de gémir par rapport à la situation actuelle et que nous ne nous engageons pas, rien ne changera et la situation du pays va empirer. Le 17 juin, c'est une occasion sans risque, donc pour pacifiquement montrer que le peuple de Côte d'Ivoire veut le changement, que le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas accepter encore une fois tout ce qui s'est passé et qu'il est prêt à prendre ses responsabilités pour faire en sorte que la gouvernance du pays change. Donc c'est une première marche, mais il faut que nous sachions que c'est une action de longue haleine dans laquelle nous nous engageons à partir du 7 juin pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, un pays de fraternité, un pays de progrès. Monsieur le Président. Voilà.